Oui, hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que c'est? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, toi? Oui, Mademoiselle, Ça va? elle quoi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Alors, petite information technique sur l'épisode qui va suivre. Je m'excuse par avance pour la qualité sonore de cet épisode, notamment des bruits un peu étranges que vous risquez d'entendre par moments. En fait, j'ai voulu tenter un enregistrement dans un café. Et lors du mixage de l'épisode, j'ai essayé de supprimer toute l'ambiance sonore du café, mais il reste encore quelques bruits que j'ai pas réussi à enlever. Donc ne soyez pas étonnés pendant l'écoute de l'épisode. Ce ne sont pas des extraterrestres qui essayent de rentrer en contact avec vous. Allez, belle écoute. Bonjour. Bonjour. Alors je précise que c'est un épisode un petit peu spécial puisque aujourd'hui j'accueille Jean-Luc et qui est une personne que je ne connais pas. Puisque jusqu'à présent, toutes les personnes que j'ai invitées sur mon podcast étaient des personnes que je connaissais, de près ou de loin. Et là, c'est la première fois qu'on a un petit peu discuté avant, quand même. J'ai pas lancé le podcast tout de suite, je dois l'avouer. Mais voilà, donc je suis ravie, en tout cas, de t'accueillir. Et puis, je suis trop contente que tu aies accepté l'invitation. Mais je t'en prie. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement de la façon dont tu le souhaites pour les personnes comme moi, qui ne te connaissent pas, du coup. Alors, tu veux que je me présente d'un point de vue professionnel? Mais c'est comme tu veux. Comment tu te définis? Je me définis... tu sais, j'ai une formule, moi. Donc, je suis photographe. Et je dis toujours que photographe, c'est pas un métier, c'est une façon d'être. Donc, je suis photographe. Ok. C'est tout? C'est tout. Après, je peux te décrire un parcours rapide. Oui, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. J'ai commencé il y a très longtemps parce que je suis très très vieux et et j'ai commencé par je rêvais en fait de grands espaces, de voyages, de découvertes. Qu'un jour j'ai décidé de le faire. Il fallait que je trouve un moyen de le faire. J'ai trouvé la photo. Je trouvais que la photo, c'était pour moi assez naturel parce que j'ai commencé par écrire. C'était moins naturel que la photographie. La photographie, pour moi, c'était un moyen d'expression vraiment facile. Techniquement, c'est pas compliqué. On construit pas des avions quand on est photographe. Donc, j'ai trouvé un moyen assez facile de transmettre, de retranscrire des choses avec la photographie. Donc, je me suis donné les moyens d'aller vers ce quoi j'avais envie, c'est-à-dire voyager, de ramener des images et de raconter des histoires aux gens. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Mm-hmm. Donc, tu as toujours eu quelque part cette envie au fond de toi. Est-ce que tu as suivi quand même une voie un peu plus générale ou conventionnelle quand tu étais plus jeune ou pas? Non, en fait, oui, j'ai toujours eu cette envie sans que je le sache. Mm. C'est-à-dire que lorsque j'étais tout jeune gamin, et comme ça remonte à longtemps, tout le monde ne le faisait pas, mes parents m'incitaient, nous emmenaient souvent au cinéma. Mm. J'étais fasciné par le cinéma, je trouvais que mais quelque part dans ma tête, je pensais même pas au métier de demain. Je suis un garçon, donc on se projette pas beaucoup dans l'avenir. Et moi, je savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai joué très jeune au rugby. Il y a que ça qui m'intéressait, de faire le couillon avec les copains, de jouer. Voilà, le jeu m'intéressait. Voilà. Et je pensais pas à mon avenir du tout.
Donc, je suivais une scolarité classique, voilà, sans savoir ce que je voulais faire, vraiment. Aucune détermination dans ce sens-là. Je me laissais vivre. De toute façon, je me suis toujours laissé aller à la vie, en fait. Je considère toujours qu'il y a des choses qui se passent et il faut les suivre ou pas, voilà. Et tout a été comme ça tout le temps. Sauf ce moment où je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire quelque chose. J'ai vraiment envie d'aller voir des choses. Il faut que je trouve un moyen pour le faire. Mhm. Et donc, ça a été la photo. Et ça continue. Et j'ai toujours envie de tout. Trop bien. Voilà. Et ta famille t'a toujours soutenu dans ce sens? À aucun moment t'as dit mais c'est quoi cette voie-là? Qu'est-ce que tu vas nous faire ça là? Ah, alors bon, j'ai un peu un caractère un peu pour le coup déterminé, donc c'est-à-dire que de ce point de vue-là, j'écoute pas grand monde. Ouais. Donc on aurait pu me dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si j'avais décidé de le faire, j'allais le faire de toute façon. Ok. Donc et ça, je crois que les gens qui m'entourent le savent très bien. Ouais. Au départ, quand j'ai fait mes premières armes, j'étais marié. À ce moment-là, ma femme m'a soutenu là-dedans. C'était pas gagné. Enfin, mais sans l'ombre d'un doute, oui, j'ai eu là un soutien qui était important. Mm. Et puis après, je me suis très vite, j'ai très vite montré que c'était évidemment ma voie et un moyen et finalement un moyen d'épanouissement pour tous les gens qui étaient autour de moi aussi. Ok. Donc il n'y a pas eu d'atermoiement là-dedans. Ça a toujours été dès que je me suis engagé dans cette voie-là, j'ai eu les chances et les bons réflexes pour que ça fonctionne, quoi. C'est beau. C'est bien de croire en soi. c'est moins Ah ben non, évident. ben, alors Aujourd'hui, je trouve. quand on part dans une voie comme celle-ci, c'est-à-dire donc l'indépendance, l'indépendance à tout point de vue, il faut évidemment être déterminé. Mm. Confiance en soi, on a évidemment des moments de doute, toujours, comme tout le monde. On les cache un peu plus que les autres. Et puis on sait que de toute façon, on ne peut compter que sur soi. Donc il n'y a pas de... Quand on manque de confiance en soi, il faut trouver des choses qui nous ramènent à ça. Ouais. Sinon, on ne fait pas. Et puis faut travailler. Enfin, c'est tout ça, c'est du travail de tous les jours, de tous les instants. Est-ce que tu trouves que les gens aujourd'hui ont plus de mal à se lancer, se posent beaucoup plus de questions, justement ont du mal à revenir un petit peu à l'essence même de ce qu'on est, quoi, pour se lancer dans des projets ou... Bah ça c'est une question qui se pose effectivement. J'ai pas la réponse, je sais pas. Okay. C'est toujours difficile on peut pas comparer les. C'est difficile déjà de se comparer aux autres, de comparer les époques, les moments où ça se passe. On sait jamais. Aujourd'hui, quand on entend les gens qui disent qu'aujourd'hui c'est différent d'hier, évidemment c'est différent à plein de points de vue, mais de ce point de vue-là, je suis pas sûr. Évidemment, quand quelqu'un, j'entends 1000 fois dire aujourd'hui travailler dans la photo, c'est fini. Moi, je crois pas. Moi, je crois que dans tous les domaines, ce qui fait la force c'est l'idée. Peu importe le métier, peu importe. Si on a des idées, si on est déterminé à les mener jusqu'au bout, que ce soit maintenant, hier ou demain, je pense que ça change rien. Ok. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les projets. Moi, je crois. Ouais. Après, il faut trouver. Après, tu peux passer à côté sans cesse. Ouais.
Il y a des gens qui, toute leur vie, passent à côté. Des gens qui, soi-disant, ont du talent. Le talent, moi, je suis comme Jeanne Brel, hein, je sais pas ce que ça veut dire, hein, le talent. Je pense que celui qui est le meilleur dans une discipline, c'est celui qui va le plus loin, qui sacrifie tout à ça. Ouais. Dans tous les domaines. Vraiment. Il suffit de regarder hein, les gens qui sont vraiment au top du top dans un domaine. Je parle pas des domaines factices qui existent un petit peu aujourd'hui. Là, pour le coup, c'est un truc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais rien, tu peux être célèbre, par exemple. Comme si être célèbre, c'était une qualité. Là, tu penses ça? Ah oui. Ah Bah ouais? oui. Ah oui, oui. Par rapport à quoi? Bon, parce que il y a des gens, ils font, regarde, ils postent un truc sur, pas une production médiocre sur YouTube, ils sont repérés. Les gens qui pensent qu'on peut faire de l'argent avec ça, donc ils les glorifient, ils les montent, voilà, et ils deviennent ultra célèbres. En rien de temps, ils ont rien fait. Ça va à l'encontre de quelque chose de créatif. Je pense que quand tu es vraiment dans la création de quelque chose, je pense que c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de... Tu sais, c'est pareil, quand par exemple, je crois que quand on te dit... quand on te demande le prix d'une photo, par exemple, tu donnes un prix et on te dit « Ah, mais c'est cher ». Ah ouais, sauf que quand moi je fais une photo, par exemple, c'est pas le 125e de seconde que ça m'a pris pour faire la photo. C'est tout ce que j'ai derrière qui fait que je fais cette photo-là à ce moment-là. On n'aime pas. On pense que ça vaut rien ou que ça vaut beaucoup d'argent. Donc ça vaut une grande une grande qualité créative ou pas, peu importe. Néanmoins, quand tu fais quelque chose, à un moment donné, c'est le fruit de tout ce que tu as fait avant. Et ça, c'est pour ça que le talent ce qu'on appelle des talents immédiats, là, des gens qui percent, on voit dans le domaine du rap, par exemple, t'as des mecs qui ont rien fait et qui sont qui ont des milliards de vues sur, en fait, mais c'est complètement débile. Hein. C'est peut-être que c'est des talents incroyables, peut-être, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oui, parce qu'au final, je pense que c'est aussi quelque part une forme d'art aussi. Enfin, je veux dire, si on parle du rap, si on parle de, moi par exemple, j'ai en tête, j'avoue, je serais incapable de sortir le nom de cet artiste. Mais c'est pareil, c'est un petit peu délirant, quoi, quand j'ai vu la vidéo YouTube et il avait un nombre incalculable de vues. Et au final, il y en a qui diront que c'est de l'art. Et peut-être que lui, quand il a lancé ça, il avait peut-être réellement une idée derrière la tête de quelque chose de vraiment, il s'est dit, je sais pas, il avait peut-être des causes vraiment qui lui tenaient à cœur, des choses qui pour lui allaient révolutionner, j'en sais rien, je le connais pas cette personne, je la connais pas. Donc c'est vrai que tout le monde dit il faut de la place, il faut de tout pour faire un monde, il y a de la place effectivement pour finalement tous les arts, mais en même temps, je trouve que c'est ça aussi un peu le problème, c'est que maintenant justement on a la chance d'avoir toutes ces, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes qui ont évolué, qui maintenant ça dégueule de tout ça, et du coup ça laisse quand même de la possibilité, mais en même temps ça laisse la possibilité à tout et n'importe quoi. Oui. Mais la preuve en est, c'est qu'il y a énormément de gens qui regardent ça, donc je pense qu'ils se disent bah ouais, mais du coup il y a du monde qui regarde, donc c'est qu'il y a de la demande, et en tout cas c'est qu'il y a de la il y a des spectateurs, donc s'il y a des gens qui sont là, on va pas s'arrêter. Oui, mais tu sais, je crois qu'aujourd'hui, regarder, c'est une forme d'addiction. Ah oui. Comme tout le reste. Oui. Je pense que ça relève plus de l'addiction que de l'intérêt. Ouais. Et donc... Ou de la curiosité. Bon, la curiosité, mais alors, pour le coup, je suis pas sûr que... Ça dure pas, peut-être. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, les gens soient plus curieux qu'avant. Alors qu'on a des outils multipliés par 10 000 pour ça. Non, je pense que on est rentré dans une ère du voyeurisme, en fait, où on est abreuvé d'images qui vont dans ce sens-là. Et donc, ça devient addictif. Tout le monde se laisse prendre par ça.
il est temps de poser tout ça et de revenir à des choses qui nous demandent un peu de concentration. Parce que la grosse facilité de ce truc-là, évidemment, tout le monde regarde parce que c'est facile. Tu n'as pas d'effort à faire. T'as aucun effort de concentration à faire. Et tu as à peine vu quelque chose que 10 secondes après, tu t'en souviens plus. Bah oui. La mémoire du poisson rouge, il y a eu des livres qui ont été écrits là-dessus, sur le problème de tout ça. Mais bon, pour en revenir à ces artistes qui alors encore quand il y a une production artistique, quelle qu'elle soit, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. OK. Mais ce dont on parlait aussi au début, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne font rien et sont célèbres. Mais quand je dis ils ne font rien, ils ne font rien. C'est-à-dire que on va parler des influenceuses, des influenceurs. Ces gens-là, ils ne produisent rien. Alors, quand tu parles avec des influenceurs, on connaît quelques-unes, ils te disent qu'ils produisent du contenu, mais c'est du vent. Ils produisent rien du tout. C'est-à-dire que ils n'inventent rien, ils ne créent rien. Et ils sont néanmoins beaucoup plus connus que des gens qui savent. Donc là, il y a quand même une espèce de basculement, en fait. Bah ouais, carrément. Après, comme tu disais, il y a des milliers de façons de voir les choses. Sauf que le gros problème aujourd'hui, c'est d'être vu. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur dans ta catégorie et néanmoins ne pas être vu. Bah oui. Et ne pas du tout être considéré. Là où on pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'être vu parce qu'il y a toute cette offre de possibilités, en fait, c'est une erreur. En fait, tu es noyé dans un flux. Non, mais oui. Ouais. Et avant d'être repéré, alors évidemment, il y a toujours, ça c'est comme dans tous les jeux de hasard, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui se font repérer et qui deviennent de vrais artistes accomplis parce qu'ils se sont fait repérer. Ouais. Mais c'est 1 sur combien? Bah oui. Je crois que c'est pire qu'avant. Tu vois, il y a un truc aussi, c'est que parce que tout le monde ne veut pas les personnes qui réalisent du contenu, qui créent vraiment des choses, elles ont pas forcément cette envie d'être connues à proprement parler, Bien sûr. d'être célèbres, Mais tu d'être cherches une pas ça. star. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de monde aussi et que, enfin, moi, par exemple, je prends mon cas, qui suis aussi à côté, voilà, j'aime chanter, enfin, je suis aussi dans tout ce qui est artistique, etc. J'ai essayé de me lancer en tant qu'intermittente du spectacle, en l'occurrence en France, mais tout ça pour dire que c'était trop compliqué. Mais en fait, à aucun moment, et encore aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être connue. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie d'être reconnue. C'est juste que, en fait, je me rends compte que quelque part, je suis obligée de l'être si je veux gagner ma vie financièrement avec. Parce que c'est des métiers qui sont pas justement, reconnus dans le sens où c'est des créations un peu d'emploi quelque part. Enfin, je veux dire, là, quelqu'un qui crée un podcast, enfin, je veux dire, à l'école, on te dit pas, ah bah tiens, vous voulez être créateur de podcast? Enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est des, voilà. Donc, en fait, il faut regorger, essayer de trouver plein d'idées pour, ou des stratégies, enfin, bref, mais moi, des trucs qui me dépassent complètement. Je suis complètement nulle là-dedans parce que je suis pas du tout, déjà, naturellement, je suis pas quelqu'un dans le business ou je sais pas quoi, là. Et en fait, quelque part, c'est pour ça que je me dis, il faut que je sois connue, mais parce qu'en fait, pour gagner ma vie avec ça, en fait. J'ai l'impression que alors peut-être que je me trompe complètement, d'ailleurs, peut-être que les gens qui écouteront me feront leur retour, j'en sais rien, mais c'est pareil, il y a aussi ce truc-là, quoi. Et moi aussi, des fois, je me dis, mais c'est pas juste, pourquoi il y a des gens qui sont connus, et c'est pareil, je me dis, et en même temps, j'essaye de pas être dans le jugement, j'essaye de me dire, oui, mais peut-être qu'ils font des trucs bien, enfin voilà, mais des fois, je me dis, bon, moi qui ai l'impression d'avoir vraiment une cause, enfin d'être passionnée par tout ce qui est santé mentale et qui est vraiment à cœur de vouloir faire que les gens se sentent mieux. Alors peut-être qu'il y en a qui disent que je vis dans un monde des bisounours, que j'idéalise, que ça n'arrivera jamais, que c'est impossible et que la société va tellement en déclinant que de toute façon, sauf qu'en attendant, moi c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me tient à cœur. Donc c'est sûr que moi j'ai envie d'être connue, mais parce que j'ai la conviction que ça peut faire du bien, mais pas parce que j'ai envie d'être connue en mode j'ai pas envie que on m'adule comme ça là. Enfin, je veux dire non, c'est pas ça le truc. Je crois que ce phénomène de vouloir être connu à tout prix, en fait, ça relève aussi de la santé mentale. Ouais.
c'est complètement schizophrénique cette histoire, parce que ben oui, ben oui. Et après, je pense que alors connu. En fait, moi, je pense qu'il y a deux choses. Hein. Les gens sont connus pour quelque chose qu'ils ont produit. Mhm. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est ce qu'il faut valoriser. Ouais. Encore une fois, ben après, il y a des gens qui sont connus juste parce qu'ils sont connus. On Bah sait pas oui, ce qu'ils font. Oui, Donc, être connu, ça sert à rien. oui. Euh, Il y a des gens qui sont très connus, qui, eux, dès qu'ils portent une parole et qu'ils font quelque chose, ça a une incidence sur la vie des gens. Bien ou pas bien, encore une fois, c'est toujours... et puis après, il y a... Non, mais je vois par exemple... je vois par exemple sur les réseaux sociaux, par exemple, bon, quand on produit de l'image... Bon, moi j'estime faire des photos qui tiennent à peu près la route, qui abordent des choses, qui racontent des histoires, qui montrent des lieux, des gens, voilà, bon bref, donc qui racontent quelque chose. Ça intéresse personne. Ça intéresse une poignée de personnes. Et quand on regarde à côté, pourquoi, par exemple, pourquoi une personne, alors je me prends un exemple, mais ça peut être n'importe qui d'autre, qui fait ce type de production, qui va être sur un réseau, par exemple sur Instagram, qui va avoir une poignée de likes, qui a l'impression d'être suivi par personne, quelqu'un qui est à côté va avoir une production médiocre, poster 3 photos, il va avoir, on sait pas, enfin bon, on sait le jeu des algorithmes, on sait ce qu'on peut faire aussi, c'est-à-dire acheter, enfin voilà, bon bref, mais néanmoins, il y a quand même une espèce de, il n'y a pas d'échelle de valeur dans tout ça. Ouais. Et c'est ce qui pose un vrai problème. Et c'est ce qui peut rendre les gens un peu fous quand même, parce que qui les conduit à la chasse aux likes, à la chasse aux followers. On est là pour le coup, on est dans un monde qui est complètement, je trouve, Déconnecté. complètement déconnecté, alors qu'on se dit connecté. Ouais. Mais C'est paradoxal. bon, déjà tout ça, c'est pas la vraie vie. Mais néanmoins, c'est la vie de tout le monde quand même aujourd'hui. Ouais. Donc ça, faut se poser des questions là-dessus. Et c'est compliqué pour alors j'ai parlé plutôt des artistes. Après le reste, c'est différent, mais c'est compliqué pour les artistes d'avoir une existence là-dessus. Vraiment. Je veux dire, quand je fais des photos avec des mannequins, les mannequins, elles te disent, elles ont acheté des likes, elles ont acheté, voilà, elles ont acheté, en fait. Après, bon, on sait aussi que on est quand même bien encore dans ce monde-là, c'est-à-dire que si t'es une fille, t'as plus de likes que des garçons. Ouais. Si t'es une fille qui se déshabille un peu, t'as encore plus de likes. Eh ben oui. Et t'as plus de followers, donc tu vas pouvoir vendre tes histoires, parce que justement, qu'est-ce que les donneurs d'ordre ils regardent aujourd'hui? Ils regardent ton Insta, et si t'es pas suivi par voilà, c'est un street arter très connu qui m'a dit ça. Il me dit aujourd'hui, un mec qui était à l'origine du street art, et voilà, c'est pas un gamin évidemment, mais il dit les fondations, par exemple, je vais pas en citer, mais qui commandaient des œuvres de street art, par exemple, quelque part. Aujourd'hui, les gens ont changé, les gens qui arrivent sont formés à ces réseaux sociaux. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Ils ont aucune connaissance, aucun historique sur le street art, par exemple. Et ils regardent juste le nombre de followers. Et donc, ils vont choisir un artiste en fonction du nombre de followers. Ouais. Bah oui. Et donc, les meilleurs travaillent plus. Mm. Et il y a des mecs qui arrivent comme ça, on sait pas pourquoi, voilà. Et donc, c'est compliqué pour les gens qui... Et ça se trouve, ce mec qui a fait une fresque pour cette fondation, il en aura fait une dans sa vie, et puis ou deux, et derrière, c'est terminé. Et en attendant, les gens qui ont une base historique dans cet art-là, bah, ils vont disparaître parce qu'ils travaillent plus. Bah ouais. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais.
Ce qui explique peut-être aussi un appauvrissement culturel dans le sens large du terme. C'est pas exclu. Mais ça, j'en sais rien. Ouais. L'avenir le dira. Bah ouais. Et du coup, j'ai une question pour toi. Ça tombe bien. Qui est l'intitulé de mon podcast. Et finalement, ça fait une bonne transition à tout ce qu'on vient de dire. Habituellement, je la pose plus rapidement, mais je me laisse aller, tu vois. C'est comment ça va? Vraiment. Vraiment. C'est le vraiment qui est important. Bah ouais. Bah oui. C'est comment ça va. Quand même la question qui va avec le bonjour. Bah moi, ça va bien. Ça va bien. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais tu peux dire autre chose. Mais je peux dire autre chose. Mais non, mais tout va bien. C'est ce que on a parlé un petit peu en dehors du podcast. Ouais. Moi, je trouve que ça va bien. Tout va bien. Mais c'est ce que je te disais. On a la chance de vivre dans un pays quand même où la culture, ça veut dire quelque chose encore. Pour combien de temps, j'en sais rien. Mais et je parle de la culture parce que c'est important. Je pense que un monde sans culture, c'est un monde triste. Hein. C'est un monde qui s'élève plus, qui ne réfléchit plus, qui se pose plus de questions. La culture, ça sert à ça quand même. Questionner. Et à se questionner soi-même. C'est quand on est en face d'une œuvre, en fait, on obligatoirement on se questionne. Pourquoi on aime, pourquoi on n'aime pas. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir des choses que a priori t'aimes pas. Pour ouvrir ton esprit, aller voir des spectacles que t'as pas l'habitude de voir. Exactement. Aller au cinéma, voir un film que de prime abord, ça t'es pas trop. Alors pas que, parce qu'il faut pas non plus être. Il faut aller voir des choses. Bien sûr. A priori, mais il faut te faire plaisir. Ah bah oui, non mais bien sûr. Et pour que ça aille bien, vraiment, il faut te faire plaisir. Ouais. Ok. Sans le plaisir. À quoi bon? Et ça, c'est quelque chose que t'as compris jeune, tout de suite? Ah non, parce que quand en fait, tu le comprends pas. Tu le pratiques peut-être quand t'es jeune, mais tu le comprends pas. Tu fais ou tu fais pas, mais tu l'intellectualises pas en tout cas. Et puis la vie te montre qu'il faut quand même ça. Il faut évidemment se faire plaisir au maximum. Mais le plaisir, ça vient toujours après un effort. On parle de la culture, c'est-à-dire que plutôt que d'ouvrir son téléphone, tu vas dans un musée, tu vas dans une galerie, tu vas à un concert. Là, j'ai enchaîné plusieurs concerts juste par curiosité. C'était pas obligatoirement pour me faire plaisir. Je me suis dit, ça peut me faire plaisir, mais j'en sais rien. Ouais. Et donc, je suis allé voir les 2 derniers concerts que je suis allé voir. J'ai trouvé ça nul, mais c'est pas grave. On citera pas les artistes. Les artistes très connus, mais j'ai trouvé ça. Je suis vraiment embêté, mais c'est pas grave. Je suis sorti me disant bon, c'est pas grave, je sais maintenant. Bah oui. Et j'ai au moins appris un truc. Voilà. Et puis aussi mesurer le décalage entre ce que les gens racontent, ce qu'on raconte partout, et ce que les réseaux sociaux racontent sur des gens, des artistes, et puis la réalité des choses. Et qui est la mienne, la réalité. Hein, après, la salle était enthousiaste, voilà. Moi, je me suis ennuyé. Mais c'est pas grave. Il faut. Mais la notion du plaisir, c'est quand même important. Et donc, je disais qu'on était dans un pays quand même qui est où on peut jouir de tellement de plaisir que la vie est tellement. Je veux dire, on est dans un pays, en France, qui quand même, vous posez la question n'importe où dans le monde, les gens ils vont vous dire Paris, la France, la France. Les gens ils ont tous des étoiles dans les yeux quand ils parlent de la France. Il y a que les Français qui n'en ont pas. Ouais. Ce qui est un peu humain en fait, mais quand même. D'ailleurs, on est dans un pays qui est envoyé du monde entier, mais vraiment pour plein de choses, notamment pour la culture, pour les patrimoines, pour l'art de vivre. Ça, c'est que du plaisir. Pourquoi France, on sait manger, par exemple, on est le pays de la gastronomie.
Donc on a un tout petit pays qui a aucune raison d'exister et on est envié dans le monde entier. Donc ça, il faut le chérir. Il faut continuer il faut que les jeunes, ils portent ça. Ils pas rentrer dans une espèce de pessimisme. Il faut être pareil. Combien de Français ont inventé des choses qui nous sauvent la vie aujourd'hui, à tout point de vue? Combien de Français ont inventé des techniques, enfin, c'est incroyable. Il y a aucune raison. Alors moi, je pense que moi, la raison, j'ai envie si soit celle-ci. Je pense que ce qu'on critique beaucoup aussi en France, c'est l'école. Mais je pense qu'on ferait mieux de la chérir, l'école, et de la renforcer. De toute façon, on se sortira de tout par l'éducation. Qu'est-ce qui fait la différence entre la France et le Maroc, par exemple? Pays que j'adore, que je connais parfaitement. C'est l'éducation. Ils ont encore un taux d'illettrés de 60%. 60%, quand tu as un taux d'illettrés de 60%, tu vis sous une dictature. Le savoir, c'est le pouvoir. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire que on est en train d'inverser le sens de l'histoire et de les coups de franche qui sont faits dans les universités. On peut trouver tout ce qu'on veut, mais néanmoins, on commence de parler de censure du livre. Voilà. Donc, nous, en France, on est loin de tout ça. Et il faut absolument défendre. Il faut absolument que la politique de ce pays, veille au grain, vraiment, veille au grain, parce qu'on n'est pas loin il y a le Trumpisme qui est à nos portes. Et là, pour le coup, on voit ce qui se passe en Italie, hein. En Italie, ça fait pas rigoler, hein. Bon, voilà. Donc, mais malgré tout ça, je vais bien. Est-ce que tu penses que c'est à la portée de tout le monde de vraiment bien aller? Ah, ça, je ne sais rien. Ça, je peux pas te dire. Je pense que si t'as pas de problème majeur, c'est à la portée de tout le monde. Quand je dis pas de problème majeur, ça veut pas dire ne pas avoir d'écueil, parce que tout le monde en a, même les gens qui vont très bien. Souvent, d'ailleurs, les gens qui vont très bien, ils ont des écueils. Mais ils ont la capacité à les surmonter. Ça, les capacités à surmonter les difficultés, je suis pas sûr que ce soit physiologiquement donné à tout le monde. Ouais. Après, il y a des gens qui sont meurtris dans leur corps, où c'est difficile d'aller bien. C'est vrai que quand physiquement tout va bien, qu'intellectuellement ça va pas trop mal, que tu vis en France, que tu fais un métier que t'aimes bien, que t'es entouré par des gens bienveillants, que tu connais pas trop de trahison autour de toi. Bon, t'as aucune raison de pas bien aller. Mais ça fait déjà beaucoup de paramètres à remplir. Ouais, mais il faut essayer de les... Qui n'est pas forcément très évident. Il faut essayer de les accumuler. Et il faut aller les chercher. Mais tout à l'heure, tu disais que finalement, aller bien, c'était aussi se faire plaisir. Bien sûr. Mais donc, du coup, quelque part, tout le monde est en capacité de pouvoir se faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose. C'est un ressort qu'il faut aller chercher. Ça, c'est, il y a des gens qui n'ont pas ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont incapables de se faire plaisir. Et comme tu dis, un plaisir, c'est rien. C'est-à-dire, c'est mettre des baskets puis aller dans une forêt. Ça coûte rien. Parce que beaucoup de gens opposent, en fait, le fait de bien aller à un pouvoir d'achat. Ça n'a rien à voir. Non, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. Tu peux ne voir pratiquement rien dans ta vie et aller bien. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup et qui vont pas bien du tout. Ben, bien sûr. Je pense aussi que quand t'as trop, tu peux pas aller bien. Ouais. C'est normal, c'est humain, ça c'est dans c'est normal. Quand
aller bien, c'est aussi avoir des envies. Ouais. C'est-à-dire que le plaisir, ça va avec l'envie. Bah, Si t'as pas d'envie, t'as pas de plaisir. mm. Et quand t'as tout, t'as peut-être plus d'envie. Bah oui, C'est oui. possible. Ça, je sais pas, j'ai pas tout. Bah, en tout cas, tu sais que tu peux avoir, si tu sais que tu peux avoir tout comme tu veux servi sur un plateau d'argent, au final, c'est vrai que tu prends pas le même plaisir que quelqu'un qui va se faire un voyage par an et ça va être vraiment truc de dingue, quoi. Mais j'en sais rien. Je suis pas sûr. Ah ouais. Moi, je pense quand même que Je t'as pense pas que- le même plaisir quand déjà un pouvoir d'achat qui est vraiment, vraiment supérieur. Je pense quand même que, je te dis, ça, je peux pas te dire parce que je connais pas ça. Mais je pense quand même que tu peux te réjouir même si t'as tout. Je pense que c'est possible. De la même façon, Ouais. tu peux être malheureux si t'as vraiment rien, parce que c'est pas facile. Mais je pense que c'est possible. Ouais, Regarde, il y a des, enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais il y a des gens, il y a des gens qui ont tout et qui continuent de créer. C'est-à-dire qu'ils ont de l'envie, ouais. encore de l'envie et du plaisir à faire. Ah non, mais moi, je pense Tu vois que c'est possible, Donc, c'est sûr. Hein. Mais dans tous les domaines, hein, dans l'industrie, dans tout. Mhm. T'as des gens qui pourtant ont tout, ils continuent. Bah oui. Ça veut dire qu'ils ont encore de l'envie. Donc, je crois que c'est possible. Ouais. Non, mais Je crois qu'il n'y a pas de niveau et de palier là-dessus. Oui. Je dis juste que c'est plus que t'as plus vite fait quand même de tomber, je trouve, dans une spirale, une espèce de routine, un truc quand t'as beaucoup. Je trouve que t'as plus enfin comment dire. Je pense que comme malgré tout, c'est quand même plus difficile de garder la tête sur les épaules quand tu sais que tu peux tout avoir. Je pense que c'est quand même difficile de garder cette lucidité, tu sais, ce truc de terre à terre, tu vois. Je pense que tu peux vite quand même un peu, toi typiquement comme, je veux dire comme les artistes. Et puis là, j'apprends rien puisqu'on a regardé plein de documentaires. Il y a plein de biopics qui sont sortis sur plein d'artistes aussi, puis qui en parlent même. D'ailleurs, rien qu'un qui m'a marqué, qui est sur Avicii, qui est un DJ qui est mort mystérieuse, mais beaucoup pensent qu'il s'est suicidé. Et justement, en fait, il est devenu connu presque du jour au lendemain. C'était quelqu'un de très sensible, et puis au final, il a vécu les montagnes russes émotionnelles, et en fait, sa startitude l'a complètement dépassé. Et puis en fait, il était dans un mal-être ultra profond. Il pouvait avoir tout comme ça. Et en même temps, lui, ce qu'il voulait, c'était écrire. Lui, sa passion, c'était d'écrire des chansons, composer des musiques, voilà. Et en fait, le truc, c'est que il devenait de plus en plus connu. Du coup, il avait des comptes, entre guillemets, à rendre. Il avait un public à satisfaire. Et du coup, il avait une productivité à avoir. Il devait produire tant de sons, enfin, une fréquence, un machin, un truc. Et en fait, à un moment donné, tu sais même plus pourquoi tu fais ça. T'as la pression des producteurs, t'as la pression des maisons de disques, t'as la pression de tout le monde. Et lui, il s'est complètement perdu, il a vrillé, et en fait, il a sombré aussi dans l'alcool, machin, la drogue, etc. Il a fait une pancréatite, il a perdu du poids, il a failli, tu vois. Oui. Non, mais je veux dire, Ton exemple, c'est le contre-exemple, en fait. C'est-à-dire qu'il avait pas tout. ouais, Quand tu disais, en fait, et au départ, s'il en est arrivé à ça, c'est qu'il était peut-être pas prêt pour ça. ouais. Et puis ensuite, il a eu plein de choses, mais finalement pas ce qu'il voulait. Ce qu'on oui. disait juste avant, c'était Ouais. l'inverse. C'est-à-dire que tu as tout ce que tu veux, et est-ce que tu trouves encore du plaisir et de l'envie? C'est un peu différent. Oui, c'est un peu différent, mais quelque part, il voulait quand même cette notoriété. Il avait envie d'être reconnu dans ce qu'il faisait. Il avait envie de vivre. Attends, comme tu disais, il écrivait. Donc, je le connais pas, mais non, mais attends, il faut pas s'inventer d'histoire. Quand tu es artiste, quelle que soit la discipline dans laquelle tu es, tu veux être vu. Oui. Mais quand je dis vu, c'est pas vu sur les réseaux sociaux. Tu veux que ton travail, il soit vu, reconnu et acheté. Les artistes qui te disent que c'est du pipeau, tous les artistes veulent ça. Ouais. Pourquoi? Par exemple, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est pas ni d'être connu. Enfin, pas être connu, je m'en fous vraiment. Ça m'est égal. En revanche, que mon travail soit reconnu, vu et apprécié ou pas, mais en tout cas qu'il soit vu, que les gens, que je fasse pas ça pour rien. Après, c'est pas pour
par exemple, pour te dire à quel point j'aime profondément ce que je fais quand je le fais. Les photos après, je ne les regarde jamais. Je dois les travailler pour les livrer, les exposer, tout ce que tu veux. Mais quand on me redemande une photo, enfin, pour moi, ça m'ennuie vraiment. C'est-à-dire que de retourner voir ce que j'ai fait, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est être reconnu, enfin, qu'on reconnaisse mon travail pour que je continue de le faire. Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Depuis le début. Parce que quand tu commences dans un métier comme celui-là, tu te dis que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça a commencé du jour au lendemain, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et t'as très envie que ça continue. Donc pour ça, tu sais très bien qu'il faut être reconnu. Sinon, bah tu vis plus de ça. Donc moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ça fonctionne pour que ça continue de fonctionner. Et pour que je continue de faire ce que j'ai envie de faire. C'est la seule motivation. Et c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est pas de, voilà, mais c'est de pouvoir, quand j'ai envie d'aller faire quelque chose, je sais pas, au Brésil, au Maroc ou ailleurs, je puisse y aller. Et je serais malheureux pour le coup, j'irais pas bien, vraiment, si je pouvais plus faire ça. Ouais. Si j'étais empêché, pour des raisons, peu importe la raison, financière ou peu importe. Mais j'ai toujours été dans cette dynamique, c'est-à-dire j'aime ce que je fais, je vais continuer de le faire de plus en plus haut, non pas pour être connu, non pas pour mon ego, j'en ai rien à faire. Ça fait toujours plaisir mais le moteur c'est ça, c'est faire des choses et parfois faire des choses même si je les fais pas très bien et voilà, mais me dire que ça me donnera la possibilité de faire quelque chose de mieux derrière. Voilà. J'ai toujours été là-dedans. Et je pense que quand t'as ce moteur-là, c'est sympa. C'est bien. Pas être dans l'espèce de star system, là, où tu veux être absolument connu. Pour ça, maintenant, il y a des techniques, tu peux essayer de le faire, hein. Tu peux, je te dis, sur les réseaux sociaux, acheter des pubs, des likes, ça se fait, t'achètes par 10 000, et puis voilà. Je vais dire, waouh, voilà. Non, mais Oui. ça m'intéresse pas. Ouais. T'as des enfants? Deux filles. Deux filles? Deux filles merveilleuses. Et c'est quoi les valeurs que tu tenais absolument à leur transmettre? Les miennes, en fait. Tout ce que je viens de te dire, c'est-à-dire que j'aurais toujours dit, je vous accompagnerai dans tout ce que vous ferez, si vous le faites avec du cœur et si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est voilà. Et donc, je leur ai toujours laissé le choix des armes dans l'orientation qu'elles voulaient aller. Voilà. Et donc, je les ai toujours soutenus comme je pouvais les soutenir, et encore aujourd'hui. Et puis les valeurs, les valeurs qui sont les miennes, c'est-à-dire d'ouverture, de curiosité. Alors la première chose que je leur ai toujours matraqué, c'est la curiosité. Ouais. Elle me l'avait dit, Maria. La curiosité. Je pense que quand même c'est le moteur de tout. Si t'es pas curieux, tu vas pas au fond des choses. Tu vas pas. Et la curiosité, Marion, elle est comme ça. Et puis toujours, quand tu commences quelque chose, tu vas au bout. Tu vas toujours quel que soit le résultat, tu vas au bout. Ça, c'est c'est plus facile de le dire à tes enfants que de te l'appliquer à toi-même. Mais quand même, c'est ce qui, bon. Et puis, une forme d'honnêteté intellectuelle, d'ouverture sur le monde aussi. Je les ai fait voyager beaucoup. Ouais. Pas quand je travaillais, mais je les emmenais dès que c'était possible aller voir des cultures différentes. Quand j'étais toute petite,
Je me souviens quand j'étais toute petite, j'avais entrepris un gros travail sur les chefs en cuisine. Donc je faisais des étoilés, j'en faisais un tous les 2 jours. Et donc elles devaient avoir 2 et 3 ans. Et on les emmenait dans des étoilés. On a cassé la tirelire pour les emmener, pour qu'elles découvrent ça. Je trouvais que c'était fabuleux. Ouais. De curiosité, justement. Ouais. Et la curiosité aussi, c'est aussi ça, dans l'assiette, découvrir le monde des vins, de la nourriture, de la gastronomie, des produits, de choisir ses produits, pas manger n'importe quoi, de lire des livres, il y avait un rituel, elles s'endormaient jamais sans avoir eu des histoires à la fois lues et des histoires improvisées. Donc il fallait que j'invente. Quand j'étais là, évidemment, parce que j'étais pas tout le temps là, j'étais souvent en voyage, mais souvent des histoires improvisées, ouais. C'est vrai que je me creuse un peu les méninges, mais j'en trouvais. Ça n'avait ni queue ni tête, mais elles adoraient. Ah là là. Ouais. Et puis culture de l'image et de tout ce qui était culturel. Toutes petites, elles allaient. Je les emmenais au cinéma, dans les musées. Un peu plus tard au concert, visiter des endroits où les gamins allaient moins, voilà. Mais et puis bon, évidemment, avec tout ce que je faisais de différent, je me souviens, je rentrais de reportage du bout du monde, on se mettait sur la table lumineuse avec les photos et je les portais pour qu'elles regardent au compte-fil les images, voilà. Donc ça les faisait voyager, évidemment, j'imagine. Et voilà. Est-ce que c'était pas difficile d'être éloigné comme ça de ses enfants? Évidemment. Évidemment, mais je savais aussi que ça contribuait à leur c'était pas égoïste, de toute façon, c'était mon métier, c'était déjà comme ça avant. Que j'y trouvais, je me réconfortais en me disant que j'allais ramener des histoires, j'allais ramener des images, j'allais ramener des choses à découvrir, et que peut-être un jour on ira ensemble, et donc je trouvais qu'il y avait un échange qui était finalement, et puis ils avaient une maman qui était toujours très présente, qui faisait le contrepoids. Ouais. Et puis finalement, moi, ça me donnait une autorité naturelle puisque j'étais pas tout le temps là. Donc, quand je devais affirmer quelque chose, ça avait plus de poids. Et du coup, tu t'es jamais dit puisque j'ai des enfants, j'arrête mon métier ou alors il n'y a pas de jugement par rapport à dans le sens où on va pas faire le raccourci c'est pas parce que t'étais en voyage que t'aimais pas tes gosses, hein, pas du tout, hein. Mais dans le sens où là où je veux en venir, c'est que moi, par exemple, je sais que je suis très quelqu'un de très passionné, beaucoup dans l'intensité, mais le truc c'est que des fois je le vis super mal parce que en gros, je vais avoir du mal à essayer de gérer un peu cette émotion-là. Et des fois, je vais avoir tendance à arrêter quelque chose que j'aime beaucoup, mais parce que, en fait, l'autre chose me manque tellement, ou j'ai tellement d'affection ou d'amour pour l'autre chose que du coup, j'arrive pas à prendre toujours autant de plaisir à faire l'autre chose. Du coup, j'ai préféré arrêter. Et en fait, j'ai du mal, en fait, je sais pas comment expliquer, mais à dissocier tu vois, les émotions que je vais ressentir. En l'occurrence, est-ce que toi, du coup, pour ton métier, est-ce que tu arrivais à prendre toujours autant de plaisir quand tu partais voyager, alors que tu disais, putain, mes filles, elles me manquent, j'aimerais bien être avec elles. Bon, alors, tu vois ce que je veux parle dire, du voyage et du manque, alors. Ouais, oui. En fait, mais ça, c'est des sentiments un peu compliqués à expliquer, parce qu'en fait, le voyage, c'est quand tu pars quelque part, c'est une petite mort, en fait. Tu pars, tu sais jamais si tu reviens, déjà. Ouais. À part si tu vas au Club Med, machin. Non, mais tu sais jamais, en fait, ce qui peut arriver. Tu sais très bien que tu laisses quelque chose, tu vas vers quelque chose d'autre. Tu sais jamais ce qui peut arriver. C'est ce qui fait le sel du voyage.
Sans ça, ça n'a aucun intérêt, le voyage. C'est de découvrir d'autres gens, d'autres cultures, voilà. Mais quand même, le sel du voyage, c'est ça. C'est quelque chose, t'as un petit pincement au ventre quand tu t'en vas, t'as un petit pincement au ventre quand tu reviens. Pour des raisons contraires, évidemment. Ouais. Et évidemment, quand je me souviens, j'ai des images de Juliette qui parce que ce qui s'est passé, c'est que mes filles ont 2 ans et demi d'écart. Juliette, dans sa plus petite enfance, j'étais beaucoup parti. Quand Marion est arrivée, deuxième, je me devais d'être un peu plus présent parce que voilà. Donc, et ça concordait aussi à un moment où la mode était déjà un petit peu moins au voyage, c'est-à-dire que il y avait des économies qui étaient faites dans les journaux, il y avait eu la guerre du Golfe, il y avait eu il y avait des coups de franche il y a eu les lois Evin qui ont mis des coups de franche dans l'économie des journaux en France, à l'étranger pareil. Donc les budgets étaient moins élevés, enfin il y a des choses qui changeaient. Donc je me suis aussi adapté à ça, il faut s'adapter en permanence. Et à l'époque, je faisais que de la presse magazine. Je travaillais exclusivement pour les magazines. Ok. Donc comme ça changeait, ça concordait aussi à la petite enfance de Marion. Donc je partais toujours beaucoup en voyage, mais moins. Ok. Donc j'ai adapté aussi un peu le truc. Mais effectivement, quand tu pars en voyage, tu te dis que tu avais Juliette qui courait sur le quai de gare pour me faire coucou jusqu'au dernier moment, etc. Ça te tord le bide. Bah ouais. De l'autre côté, tu sais que tu pars pour quelque chose. Bah pour vivre des trucs super chouettes, donc c'est pour ça, c'est hyper Non, mais ambivalent. alors, j'ai toujours pensé qu'en fait, ce métier allait nourrir aussi, à tout point de vue d'ailleurs, les filles. Donc, c'était aussi une nécessité. J'allais faire quoi? J'allais pas changer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Déjà, quand tu fais quelque chose, il faut y aller. Il faut, évidemment, ceux qui sont les meilleurs, je te dis, c'est ceux qui font tous les sacrifices. Moi, j'ai pas fait tous les sacrifices. C'est pour ça que je suis pas le meilleur. Mais vraiment, je pense que si tu veux être tout au-dessus il faut tout sacrifier à ça, y compris sa vie de famille. Mais est-ce que tu es vraiment heureux du coup? Quand tu fais quoi? Bah, je sais pas. Quand ça, tu je peux pas le dire sacrifies parce tout. que. Non, mais moi, j'ai ménagé la chèvre et le chou. Oui, toi oui, mais parce que dans ta façon de ça me fait penser aux sportifs, tu sais, professionnels, enfin aux sportifs notamment quoi, qui ont tout sacrifié pour. Oui. Ben, mais tu penses que ça sauf que sportif, c'est court. Oui, c'est court, mais bon, donc, il faut quand même. Mais tu penses que dans tous les. Ah, mais il y a toujours un sacrifice à faire. Ouais, oui, mais. Bon, moi, je l'ai fait aussi. Hein. Je l'ai fait aussi. Après, pour tout le monde, ce serait pas forcément parce que quelqu'un qui veut pas d'enfant, qui veut pas construire une famille, ce sera peut-être pas un sacrifice pour lui que de. Ah ben non, pour Nico, il y a plus de sacrifice. Après, mais non, mais les sacrifices ils sont à plusieurs niveaux. Quand tu pars quand tu pars en voyage, en reportage dans des terrains alors moi, j'ai jamais fait de conflit, hein, j'ai toujours pris le parti, y compris dans les zones de conflit, de montrer le beau. Ouais. Jamais ce qui était moche. J'ai toujours essayé de montrer la vie dans ce qu'elle a de plus joli, en fait, les belles histoires. Ce qui fait pas commerce, parce que très longtemps, ce qui faisait commerce, c'était de montrer l'horreur, en fait. Moi, je suis pas partisan de montrer l'horreur. Les gens qui le font, c'est très bien. Moi, je préférais essayer de trouver des belles histoires dans voilà, des fleurs qui repoussent sur quelque chose. Ouais. Et mais évidemment, je te dis, partir, c'est obligatoirement, quand t'as une famille, quand t'as des enfants, c'est un sacrifice qu'il faut gérer. Mais je savais ce que je voulais faire. Je me disais, je me vois pas faire autre chose. Et je me disais aussi, vraiment, je pense que ça va nourrir l'histoire de mes filles. Elles adorent les deux voyager. Donc ça veut dire que et dès que c'était possible, on voyageait. Et je pense que ça est, comme chez moi, tout part de la curiosité. Je pense que ça participait de ça.
Et puis, on allait quelque part, il fallait goûter les choses qui se mangeaient dans ces pays. Enfin, tout, voilà. Et donc, en fait, mes repérages, en fait, professionnels permettaient aussi de faire des voyages personnels. Ouais. Et donc, je savais que ça allait leur servir. Et puis, je pensais aussi que de montrer que des gens apprécient, me publient, etc. C'était aussi valorisant pour elles. Que je partais pas pour rien. Voilà. Mais bon, ça c'est moi, je sais pas. Faudrait leur poser la question. Je pense qu'elles sont là-dessus. Même si c'était probablement parfois douloureux, inquiétant. Voilà. Évidemment, elles ont eu des coups de flip. Souvent, et je leur remercie, protégées par leur maman, qui faisait tu vois. Je veux dire, je voyais des histoires pas possibles. Quand Ingrid Betancourt s'est fait prendre en Colombie, j'étais en Colombie, j'étais avec elle la veille. Ah ouais? Et, oui. Et on devait mettre avec elle le jour. Puis on me dit mais non, on va pas. Enfin bon bref, c'est une longue histoire, je vais pas la raconter, mais bon bah donc ils avaient et puis donc j'avais pas pu donner de nouvelles parce qu'on était dans un quartier où on n'avait aucun moyen de communication. Et donc ils pensaient que le lendemain matin, c'est annoncé qu'elle était encore été prise. Ah ouais. Tout le monde pensait que j'étais pris avec eux. Et en fait, non. Ben non, parce qu'on avait dit non la veille. Oh là là. Mais personne ne le savait, parce que on était dans un quartier, on était dans le dernier des quartiers de Bogota, le Patio Bonito, là, où là, il n'y avait pas de communication possible avec l'extérieur. C'était un truc, une zone de non-droit, et on était chez des gens qui s'occupaient d'une organisation humanitaire et qui nous avaient, donc Betancourt nous a appelé, une fête Betancourt nous a appelé la veille au soir en disant demain je vais dans la zone de guerre, là, voilà, si vous voulez, venez avec moi. Elle nous a déjà proposé plusieurs coups comme ça. Et puis on lui a dit, donc le mari de chez qui on était, de la famille dont on était, elle revenait de la zone de guerre. Quand il nous a entendu parler avec le téléphone, il nous a dit non mais les gars, même n'y pensez pas une seconde. Si elle va là-bas, elle est prise. Et le lendemain à 13h, elle était prise. Oh là là. Évidemment, c'était cousu de fil blanc. Bon, elle pensait qu'elle allait être libérée tout de suite, mais voilà, parce que je croyais au-dessus de tout, et voilà. Et voilà. Mais non. Après, l'histoire, on la connaît. Ouais. Mais bon, voilà, ça, c'était des coups de flip, j'imagine. Hein. Mais c'était bien involontaire de ma part. J'essayais toujours Puis j'étais pas imprudent, voilà. Non, mais il y a eu des trucs, ouais. Il y a des choses que tu regrettes dans ta vie? Non, je crois pas. Et il y a des petites choses, évidemment. Il y a des choses, probablement. Oui, bah, tu fais des erreurs. Tes erreurs, tu te dis, t'aurais pas dû les faire. Ça aurait été plus simple. Après, des erreurs, il faut toujours rebondir sur des erreurs, hein, toujours essayer globalement, tout va bien, vraiment. Mais évidemment, à la marche, tu peux trouver des choses que j'aurais pas dû faire, oui, bien sûr. Mais du coup, Mais je vais pas te les dire. Ah bon? Bah, j'ai bien compris que tu voulais pas me les dire. Mais c'est surtout l'enseignement qu'on en tire, moi, qui je trouve ça hyper intéressant. Ah oui, c'est ce que je te dis. Il faut des erreurs, il faut passer à autre chose, rebondir, faire autre chose, autrement. En fait, il faut, ce qui est des fois pénible, hein, pour les gens qui sont autour de toi, il faut se renouveler, en fait. Ouais. Et ça, voilà. Mais tu vois, quand je dis regrets, les regrets aussi, c'est pas forcément des choses qu'on a mal fait, etc. Mais ça peut être des choses que tu aurais aimé faire que t'as pas fait et que tu regrettes aujourd'hui. Bah, oui, il y a plein de choses que j'aimerais. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais alors je me dis que j'ai ni le temps, ni. En fait, c'est parce que je ne donne pas les moyens de le faire. Tout simplement. Ouais. Oui, mais du coup, t'es OK avec ça ou t'es frustré, triste, déçu? Je pense.
L'air frustré. Je suis pas frustré. Non. Non, je suis pas dans la frustration. De toute façon, il faut un peu de frustration. Je crois qu'il faut un peu de frustration pour justement la dépasser. Et aller chercher. Mais oui, il y a des. Non, mais ce que je te disais, évidemment, tu te poses toujours la question de savoir si t'avais pas fait ci et si t'avais fait ça comme ça, peut-être que tu vois, évidemment. Mais ça c'est. Alors moi, j'admire les gens qui sont. Mais bon, je suis pas suffisamment égoïste pour être là-dedans. Parce que quand même, il y a quand même quelque chose qui relève de l'égoïsme. C'est-à-dire que, tu vois, je me serais dit, non, mais moi, je veux pas d'enfant, je veux pas de, tu vois, je veux faire mon truc, tu vois. Je veux aller au plus haut, voilà. Tout ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, ceux qui sont tout au-dessus, c'est ceux qui ont sacrifié, qui ont tout sacrifié. Ouais. Et tu vois bien là où les sacrifices, t'aurais pu les faire pour arriver à quelque chose. C'est pas dit que tu serais arrivé. Mais en tout cas, si tu le fais pas, t'as aucune chance d'y être. Mais tu vois, il y a aussi une question de point de vue parce qu'il y a des gens qui diraient ouais, mais regarde, il a fait des enfants, il est super égoïste d'être parti pendant tout le temps, enfin le rythme qu'il avait, de pas être proche de ses enfants, machin, franchement, c'est pas cool. Oui, ça va. Ah mais enfin, tu vois. Oui, enfin bon, oui. Non, mais alors après, t'as des gens qui font rien. Oui. Aussi. Mais moi, pour moi, le fait d'avoir là, des enfants, ça doit pas t'empêcher de vivre pour autant. Non, bien sûr que non. Non, mais mais la question ne se pose même pas. C'est ce que je t'expliquais. C'est-à-dire que, pour moi, je pensais vraiment que si je m'élevais dans ce que je faisais, ça allait profiter aux filles. Que c'était pas un handicap, que c'était des petits tiraillements de temps en temps, mais que ça faisait partie de la vie aussi. Que que quelque part ça apprenait aussi ce côté, tu vois, là, pas là, la séparation, là, tout ça, ça apprenait, ça forgeait quelque chose qui était sur le moment pas facile, mais qui jamais de la vie j'ai pensé que c'était égoïste. Jamais. D'ailleurs, personne ne me l'a jamais présenté comme ça. Évidemment, les enfants souffrent toujours d'une forme d'absence, évidemment. Mais d'un autre côté, elles avaient l'absence, nous avaient les retrouvailles. Et les retrouvailles, ça gomme souvent l'absence. Ah, tu penses ça, toi? Oui. Ah, mais sûr, oui. Oui. À partir du moment où tu reviens avec quelque chose de nouveau, quelque chose à apporter, je pense que ça gomme. Ah ouais. Il y a toujours cette petite douleur dans le ventre qui, bien sûr, mais ça fait partie de la vie. Et la vie, elle est faite d'aller et de retour, de séparation et de retrouvailles. La vie, c'est ça. Moi, je pense que quand t'es enfant, tu vis pas les mêmes choses de la même façon que quand t'es un adulte, de toute façon. De toute façon, tu sais pas comment les enfants vivent. Quoi que tu fasses. Tu sais pas comment c'est interprété par les enfants. Après, y compris les enfants, à eux de faire avec ce qu'on leur propose. Oui, tu sais jamais si ça va vraiment impacter ou pas au final, parce que des fois, même des comportements qui peuvent te... Là, je parle d'une façon générale, hein. Mais même un comportement qui va te paraître sain et puis sans aucun... comment dire, mince, je trouve pas le mot. Tu sais, sans aucun, pas non enjeu, mais qui va rien engendrer. Bah, au final, si ça va quand même impacter. Mais c'est pas propre aux enfants, ça. Bah, je pense qu'on est quand même plus quand on est, oui, enfin, je suis d'accord, mais je veux dire non, mais le fait d'être adulte, on a quand même une perception de la vie qui est quand même complètement différente qu'un gosse qui a 4 ans. Enfin, je veux dire, on reçoit pas les mêmes choses. On les interprète, on les interprète pas de la même façon. Mais ça, chacun les interprète comme il veut et avec la force qu'il est capable de mettre là-dedans. C'est, en fait, non, je crois que, non,
il y a bien des adultes qui sont, de ce point de vue-là, plus fragiles que des enfants, qui interprètent ou surinterprètent plus que les enfants. Après, on sait jamais comment un individu reçoit ce que tu lui montres, ce que tu lui fais vivre. On sait pas. On sait jamais. On a l'impression de savoir. On a l'impression de connaître les gens en pensant que si tu agis comme ça va avoir telle influence sur une telle personne. En fait, on sait rien. On sait rien. C'est l'idée que tu te fais de... C'est jamais ça. Et pourtant, tu vois, moi, je suis quand même dans un métier où il faut que j'anticipe que je vais demander aux gens. Pour les amener où je veux, il faut absolument que je comprenne à peu près qui ils sont et comment ils vont réagir. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans la photo, dans le portrait des gens. Pareil. Bon, par exemple, je fais jamais de portrait comme ça, tac, j'arrive, non. Généralement, je passe du temps avec les gens. Du temps, c'est pas obligatoirement long, mais autour d'un café. J'aime bien photographier les gens chez eux aussi, parce que je vois qui ils sont avec les objets, avec la façon dont, enfin voilà, tu cernes un peu les gens. Ouais. Mais néanmoins, une fois que je suis arrivé à ce que je voulais, je ne sais pas du tout comment les personnes ont perçu ma demande, ma façon de me comporter. On ne sait jamais ça. Parce qu'on se fait une idée de tout ça, mais on ne sait pas. Et le comportement que tu as de tes enfants, alors on a des codes quand même, heureusement. Non mais, et quand tu te tiens à peu près dans les codes corrects, tu peux penser que ça produit quelque chose plus tard, mais t'en sais rien, regarde. Il y a des cas extrêmes, quand t'entends les mères des tueurs en série ou des tueurs d'enfants, par exemple, qui sont complètement ahuris d'apprendre, tu vois. Tu sais jamais. C'est jamais. Après, quand tu creuses, il y a quand même certains où tu te rends compte qu'il y a des dysfonctionnements quand souvent, même dans l'enfance, quand bien même. Bien sûr, souvent, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, je pense que bon, écoute, moi, j'espère les avoir impactés le moins possible en négatif. Non, mais du coup, c'était pas du tout pour. Non, mais parce que je trouve que c'est un sujet qui est, parce que j'ai quand même l'impression que souvent ce qu'on a vécu dans notre enfance aussi peut avoir un impact sur notre vie dans différents endroits, hein. Enfin, je veux dire. On le dit, je sais pas. J'imagine que regarde, tu sais, il y a le truc du moment, c'est-à-dire que il y a plein d'observateurs, plein de gens qui travaillent là-dessus qui disent que quand on répond trop dans les sociétés confortables, quand on répond trop aux désirs des enfants, on devance les désirs des enfants, on prévient trop, et les enfants sont complètement incapables après quand ils ont un problème de réagir à ce problème. Bon, c'est je pense que c'est assez juste. Hein. Moi, je pense que c'est difficile d'être quand même. Ouais. Il y a pas de manuel, hein. Il y a pas de manuel. Il faut faire en fonction de ce que tu sens. Tu sais très bien que tu fais des erreurs. Mais voilà. C'est d'un autre côté, c'est la plus belle aventure de la vie. Hein. Ah oui, bah. C'est la plus belle aventure de la vie. Ça t'apprend tellement de choses à toi aussi. J'ai l'impression que ça apprend plus de choses aux adultes qu'aux enfants, d'ailleurs. Non, mais... C'est vrai que c'est souvent le constat qu'on a. Non, mais... Et oui. Mais c'est pas... Non, je dirais pas que c'est compliqué de faire. C'est... Voilà, c'est un moment de ta vie. Bon, mis à part Robert De Niro ou Al Pacino, ça dure toujours. Bon, j'aurais peut-être dû arrêter avant, mais bon. Et ça les regarde. Et mais c'est normalement un moment de ta vie qui dure toute ta vie. Ouais. Mais le truc quand même concentré, voilà. Enfin,
là où tu fais toute l'éducation. Après, les enfants deviennent des adultes et ils vivent leur vie comme ils ont envie de la vivre. Mais là où c'est dans ta préoccupation, enfin c'est une préoccupation de tout le temps, y compris après, pour les parents. Mais quand même, il y a un moment donné où tout ça t'échappe. C'est pas toi qui garder de l'influence sur tes enfants quand ils ont passé un certain âge. Je pense que c'est un peu compliqué. Ça peut encore exister, mais enfin c'est plus de l'influence, c'est des conseils, mais voilà, ça se transforme un petit peu. Mais c'est quand même un moment de ta vie et voilà, donc et dans ce moment-là, tu fais plein d'erreurs, évidemment. Après, il faut pas arrêter de vivre, il faut pas arrêter les enfants, c'est pas non plus une fin en soi. C'est le prolongement de toi-même, mais tu maîtrises rien. Et donc si t'as des choses à faire, il faut les faire aussi. En fait, un enfant, ça doit jamais être un frein. Bah oui. Mais il y en a qui pensent, c'est marrant, ça y est, ils veulent pas d'enfants justement parce qu'ils ont peur d'être privés de leur liberté, de plus rien faire. Mais moi, je pense. Ça, c'est une question d'organisation. Ouais, je pense que c'est faux parce que effectivement, ça bouleverse une vie. On peut pas dire le contraire. Les premières années, c'est évidemment. C'est inévitable. Je veux dire, ça n'empêche pas de vivre non plus. Non. Enfin, je pense. Ah, mais non, mais d'ailleurs. C'est comme tu dis, une question d'organisation. Après, ça dépend. 1, 2, 3, 4 enfants. C'est voilà, ça empêche un peu plus quand on a 4 que quand on a 2, tu vois. Enfin, oui, c'est sûr. Mais enfin, faut s'organiser un petit peu plus. Puis après, ça dépend de dans quel milieu social tu es aussi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que si t'as aucun moyen, aucune possibilité, que t'as pas de famille, c'est un peu plus compliqué de faire ce que t'as envie de faire à côté. Tu vois. Non, mais il y a plein de facteurs. Mais ça doit pas être bon, il faut Juliette, donc ma fille aînée a eu un bébé, donc il va avoir 1 an bientôt. Elle se posait des questions, mais c'est vrai que la première année, c'est de toute façon, t'es quand même t'es dans le rush, hein. Ouais, bah oui, c'est normal. C'est l'année de tous les bouleversements. T'imagines en 1 an ce que un enfant, il passe de l'état quasi végétatif, endormi dans un cocon, à marcher, parler. Donc cette année-là, effectivement, elle freine en tout cas tous les projets, ce qui est normal. Après, ça revient. Ouais. C'est bon. Bon, quelle heure est-il? 11h. J'allais dire, ça fait 1h11 qu'on parle. C'est vrai. C'est pas mal, hein? Du coup, on va clôturer gentiment parce que gentiment, sinon, oui, parce que sinon, on va y passer encore. Puis on va ennuyer tout le monde. Moi, j'aurais une question pour toi. J'aime bien demander à chaque fois aux invités s'ils ont s'ils ont un mantra ou une petite phrase qui se répète, ouais, c'est comme un truc une phrase, ouais, à laquelle tu te réfères quand t'es un petit peu perdu ou quand t'es un peu démotivé, tu vois, une petite baisse de morale. J'ai plein de petits rituels, mais qui s'appliquent à des moments différents. Et oui, j'ai plein de petits. J'ai quelques gris-gris. Mais j'ai pas de. Bah moi, mon mantra, c'est être curieux tout le temps. Comprendre ce que tu comprends pas, essayer de comprendre. Et puis regarder tout le temps. Ouais. Regarde pas assez. Les gens savent pas regarder. Ils ne regardent pas. Alors encore pire aujourd'hui, hein. Les gens, ils ont le nez dans le portable quand ils se promènent. Donc évidemment, ils voient rien. Ils voient rien. Le problème, c'est que au bout d'un moment, quand tu te nourris pas de toutes les images qu'on te propose, alors si, ils en ont d'autres, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils vivent. Et ça fait des vies, à mon avis, chahutées, quoi. Mais non, j'ai pas de
toujours douter aussi. Ok. Ça va en opposition à ce que je t'ai dit, mais en fait, il faut, quand tu fais quelque chose, faut le faire avec conviction et donc confiance en soi. Mais il faut douter. Parce que si tu doutes plus, t'avances pas. Hein. Donc moi, je doute en permanence. J'ai le syndrome de l'imposteur, comme tous les gens qui créent quoi que ce soit. T'as toujours l'impression d'être un imposteur. Et puis douter, quoi. Je te dis, tout ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. Toujours avoir ça en tête. Ok. C'est une belle fin. Je sais pas. J'espère que c'est pas la fin. Oh bah non. Bon bah merci beaucoup. Mais je t'en prie, En avec tout plaisir. cas, c'était vachement chouette. Mmh. Tant mieux. J'espère que les personnes qui nous ont écoutés auront trouvé ça aussi chouette. Ma foi, On verra. maintenant c'est entre leurs oreilles. Merci. C'est très sympa. Merci à toi. Et ben bonne journée. 16h39. Bon. Bonne journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Salut. Merci à Jean-Luc d'avoir accepté de venir discuter à mon micro. J'ai pris beaucoup de plaisir, comme d'habitude, à enregistrer cet épisode. J'espère qu'il vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. Autrement, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Et oui, dans 2 semaines, parce que j'ai fait le choix d'espacer la sortie de mes épisodes de podcast, n'arrivant pas à suivre, je vous l'avoue, avec mon travail à plein temps et plus mes autres activités, ça devenait trop stressant, alors que pour moi à la base ce podcast est censé être une passion et un plaisir, donc j'avais pas envie que ça devienne un poids. Voilà la raison de pourquoi on se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.